L'INSERM a publié un article qui s'intitule « Coronavirus et Covid-19 », autrement dit du simple rhume au syndrome respiratoire aigu sévère. Le temps de lecture sera à peu près de 40 minutes et la mise à jour a été faite le 26 janvier 2021. La difficulté concernant la compréhension sur une échelle de 5 se situe à un niveau de 3 à peu près. Les coronavirus constituent une famille de virus dont certains peuvent infecter les humains, entraînant le plus souvent des symptômes bénins de type rhume. Néanmoins, 3 épidémies mortelles sont déjà survenues au XXIe siècle, dont celle en cours. Elles impliquent des coronavirus émergents, hébergés par des animaux et soudain transmis à l'homme, les SRAS-CoV et le MERS-CoV. Alors que l'épidémie liée au coronavirus SARS-CoV-2, donc qui nous concerne aujourd'hui, s'est propagée dans le monde, la recherche se mobilise pour accélérer la production des connaissances sur ce virus, sur la maladie qu'elle provoque, c'est-à-dire la COVID-19. La COVID-19, c'est bien la maladie, et le SARS-CoV-2, ce sera le virus. Autrement dit, le SARS-CoV-2 provoque une maladie que l'on appelle COVID-19, d'où le terme féminin la COVID-19. Donc, je vous disais que alors que l'épidémie liée au coronavirus SARS-CoV-2 s'est propagée dans le monde, la recherche se mobilise pour accélérer la production des connaissances sur ce virus, sur la maladie qu'elle provoque, c'est-à-dire la COVID-19, ainsi que les moyens de la guérir et de la prévenir. Autrement dit, donc, nous avons là affaire à une immense famille de virus qui sont généralement bénins pour les humains. Toutefois, 3 coronavirus émergents sont associés à des épidémies mortelles. Alors, c'était en 2003 le SRAS-CoV, SRAS-CoV-CoV. En 2012, le MERS-CoV, MERS-CoV. Et en 2020, concernant l'article aujourd'hui, alors 2020, l'article date d'un certain temps, mais il est quand même mis à jour régulièrement. Et là, nous sommes en février 2021. Alors évidemment, après ce que je vais vous dire, on peut très bien avoir quelques modifications. Il faut savoir remettre à jour aussi les choses. Aujourd'hui, c'est à titre informatif. Je vous fais la lecture de ce document. Maintenant, les choses peuvent très bien évoluer. Donc, 2020, c'est le SARS-CoV-2 qui est apparu et qui nous pose aujourd'hui un très très grave problème. Alors, SARS-CoV-2, SARS, donc SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, et Covid-19. Là, vous avez compris que le SARS-CoV-2, c'est le virus, et Covid-19, c'est la Covid-19, c'est la maladie, en fait, provoquée par ce virus. Quel est le point sur les connaissances en novembre 2020, mais qui a été mis à jour, comme je vous disais, le 26 janvier 2021. Donc, encore au mois de février 2021, on peut se fier relativement à cet article. Que sait-on du virus SARS-CoV-2? Le virus SARS-CoV-2 appartient à la famille des coronavirus, CoV, dénomination liée à la couronne que forment certaines protéines à la surface de ces virus. Il a été identifié pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. Plusieurs coronavirus sont déjà connus pour être capables d'infecter les humains, 3 coronavirus saisonniers responsables de symptômes hivernaux sans gravité qui correspondent à des rhumes. Le SARS-CoV, responsable du syndrome respiratoire aigu, le SARS-CoV, responsable du syndrome respiratoire aigu sévère, entre parenthèses, donc le SRAS, S-R-A-S, et le MERS-CoV, responsable d'une atteinte respiratoire potentiellement sévère, et MERS-CoV pour Middle East Respiratory Syndrome. Le SARS-CoV-2 est le 7e coronavirus pathogène pour l'homme. Il est responsable de la maladie Covid-19, qui signifie
Coronavirus Disease 2019, d'où COVID 19. Coronavirus Disease 2019. Alors, le SARS-CoV-2 est un virus à ARN. ARN signifie acide ribonucléique, enveloppé, dont le génome d'une trentaine de kilobases code pour 15 gènes, dont 4 correspondant à des protéines de structure. Une protéine de surface, que l'on appelle la protéine spike ou protéine S, une protéine de membrane, la protéine M, grand M, une protéine d'enveloppe, la protéine grand E, et une protéine de nucléocapside, protéine grand N. Ce génome présente 79% d'homologie avec le SARS-CoV et 52% d'homologie avec le MERS-CoV. Le coronavirus, dont il est le plus proche phylogénétiquement, est RATG13-CoV. Donc RATG13-CoV, un coronavirus qui infecte les chauves-souris, et il y a 96% d'homologie. Le SARS-CoV-2 est-il capable de muter? Eh bien, d'une manière générale, les virus à ARN peuvent muter plus facilement que les virus à ADN. Cela tient à leur façon de répliquer leur génome, puisqu'ils se multiplient, un processus qui a tendance à générer des erreurs. Toutefois, comme d'autres coronavirus, SARS-CoV-2 est plutôt stable car il possède une enzyme qui corrige les erreurs. C'est une exoribonucléase. Depuis le début de l'épidémie, plusieurs dizaines de mutations du SARS-CoV-2 ont été décrites dans la littérature. Le plus souvent, il s'agit de la modification d'un seul nucléotide, mais des délétions de gènes sont aussi rapportées. À ce jour, il n'y a pas d'éléments pour dire que certaines de ces mutations rendent le virus plus virulent, c'est-à-dire capable de provoquer une maladie plus grave. Toutefois, certaines mutations récemment apparues, notamment celles portées par le variant britannique, semblent conférer au virus une plus grande infectiosité. Il pourrait se transmettre plus facilement à une personne, de personne à personne. Quelle est son origine? Eh bien, l'origine du SARS-CoV-2 n'est pas totalement élucidée. Particulièrement fréquent chez certains animaux, les coronavirus ne franchissent qu'épisodiquement la barrière d'espèce pour infecter l'homme. Il existe cependant des exceptions, comme le SARS-CoV, qui a été accidentellement transmis à l'homme via la consommation de civettes masquées, et le MERS-CoV via les dromadaires. Alors ne confondez pas les deux virus que je viens de vous dire avec le SARS-CoV-2. Là je parle du SARS-CoV et je parlais du MERS-CoV. SARS-CoV numéro 1. Et nous, ce qui nous concerne encore en février 2021, c'est le SARS-CoV-2. Alors le SARS-CoV-2 est génétiquement plus proche des virus infectant les chauves-souris que du MERS-CoV ou du SARS-CoV. Mais jusqu'à présent, aucune transmission virale directe n'a été décrite entre cette espèce et l'humain. C'est pourquoi les chercheurs estiment probable que la transmission à l'homme a eu lieu par le biais d'une espèce hôte intermédiaire. Le pangolin a été initialement identifié comme porteur d'un coronavirus proche du SARS-CoV-2. Toutefois, plusieurs éléments laissent douter de cette possibilité, notamment parce que les séquences génétiques du virus responsable de l'épidémie actuelle et celles du coronavirus qui infecte le pangolin conservent des différences significatives. Restent deux hypothèses. Première hypothèse, le virus aurait été transmis de la chauve-souris à l'homme via une espèce animale non encore identifiée.
Deuxième hypothèse, le virus aurait circulé depuis plusieurs années chez l'homme, à bas bruit, jusqu'à ce qu'une mutation récente l'ait rendu plus virulent et pathogène. Aucune donnée ne va dans le sens d'un échappement accidentel du virus depuis un laboratoire. Comment ce virus se transmet-il ? Le SARS-CoV-2 est transmis depuis une personne infectée vers une personne non infectée par deux voies principales. Première voie principale de transmission, c'est le contact direct avec la personne infectée ou une surface qu'elle a contaminée. Deuxième possibilité de transmission, c'est la transmission aérienne, on dit aussi aéroportée, du virus via des gouttelettes ou un aérosol émis par la personne infectée. Des gouttelettes qui peuvent faire de 1 micromètre à 1 millimètre sont émises par notre bouche et notre nez lorsque nous parlons. Crions, chantons, toussons et éternuons. Les aérosols correspondent quant à eux à des suspensions de particules plus petites, de quelques nanomètres à 100 micromètres, à l'image de la vapeur produite par notre respiration par temps froid. Il existe en réalité un continuum entre gouttelettes et aérosols qui, dans la pratique, rend artificielle la distinction entre ces deux modes de vectorisation du virus. Concrètement, en l'absence de masque, une personne infectée émet des gouttelettes chargées de virus, dont les plus grosses se déposent par gravité sur les surfaces à proximité immédiate. Une personne saine peut alors s'infecter en touchant la zone contaminée avec les mains, puis en les portant à sa bouche, son nez ou ses yeux. Le virus peut persister plusieurs heures sur une surface inerte contaminée. La durée de la persistance varie selon la nature de la surface, les conditions de température, d'humidité et de luminosité environnante. Mais ce n'est pas tout. Plus le diamètre des gouttelettes émises par la personne infectée est faible, plus ces gouttelettes peuvent être entraînées à distance par l'air ambiant et y rester en suspension. Le virus peut ainsi s'accumuler dans l'air intérieur d'un local mal ventilé et conduire à sa transmission aéroportée. Le virus est rarement présent dans le sang, le sperme, les sécrétions vaginales, les urines ou les selles. En réalité, cette situation concernerait essentiellement des personnes qui ont développé une forme grave de la maladie. Quoi qu'il en soit, aucun cas de transmission par ces différentes voies n'a été rapporté. Par ailleurs, les cas de transmission intra-utérine, c'est-à-dire au cours d'une grossesse, sont exceptionnels et le virus n'a pas été identifié dans le lait maternel. Quand est-on contagieux ? Il se déroule en moyenne 5 à 8 jours entre l'infection par le virus et la possibilité de le transmettre à un tiers, que l'on développe des symptômes ou non. Le risque de transmission est maximal à l'apparition de ces symptômes lorsque l'on en a, mais il débute en moyenne 2 à 3 jours avant. Ce risque diminue ensuite progressivement à partir du 7e jour suivant l'apparition des symptômes. Il devient limité au-delà de 10 jours et exceptionnel après 14 jours. Attention, ces durées ne sont que des moyennes. Plus les symptômes sont sévères et persistent, et plus la possibilité de transmettre le virus se prolonge. Et les enfants alors ? Au regard de l'épidémiologie en France et dans d'autres pays, ils semblent jouer un rôle limité, notamment lorsqu'ils ont moins de 10 ans. Mais non nul dans la transmission de SARS-CoV-2. On estime probable que les enfants aient en outre moins de risques d'être infectés que les adultes lorsqu'ils sont en contact avec une personne contagieuse. Comment l'infection par le virus se déroule-t-elle ?
Le virus pénètre dans l'organisme via les voies aériennes depuis le nez et la bouche. Une partie de sa protéine de surface, que l'on appelle la région RBD de la protéine S, se fixe au récepteur ACE2 exprimé à la surface des cellules qui tapissent nos voies respiratoires. Une autre protéine cellulaire, que l'on appelle TMPRSS2, permet ensuite au virus de pénétrer dans la cellule. Une fois à l'intérieur, il utilise, donc ce virus, la machinerie cellulaire de l'hôte pour s'y multiplier. De nombreux virions se forment alors et vont infecter de nouvelles cellules. Ainsi, l'affinité de la liaison entre la protéine S et le récepteur ACE2 détermine le niveau de la réplication virale et la sévérité de la maladie. Bloquer expérimentalement le récepteur ACE2 ou TMPRSS2 permet d'empêcher le virus de pénétrer dans les cellules et se répliquer. Le récepteur ACE2 est présent à la surface d'autres cellules que celles du tissu respiratoire, comme au niveau du système digestif, du cœur ou des vaisseaux sanguins. Ceci explique vraisemblablement l'existence de symptômes extrapulmonaires, mais le mécanisme par lequel les récepteurs ACE2 sont activés au niveau de ces organes reste à déterminer. Alors, reprenons le cycle viral du SARS-CoV-2 et les cibles thérapeutiques à l'étude, étudiées par l'INSERM et notamment par Camille Henry. Alors, si vous allez sur le lien INSERM Information en santé, dossier information coronavirus SARS-CoV et MERS-CoV, eh bien, vous allez avoir accès à un schéma qui est très parlant, dont je vais vous faire la lecture. Premièrement, alors quel est le cycle viral du SARS-CoV-2 ? Premièrement, et nous allons voir 5 étapes, ensuite nous passerons aux pistes pour la mise au point de traitement en 4 étapes. 4 possibilités, 4 étapes, en tout cas 4 étapes de lecture. Commençons par le cycle viral du SARS-CoV-2 en 5 étapes. Premièrement, grâce aux protéines Spike présentes à la surface, le SARS-CoV-2 s'accroche à une cellule au niveau d'un récepteur nommé ACE2 et du co-récepteur TMPRSS2. Deuxièmement, le virus est alors internalisé par cette cellule et il libère son contenu, en particulier son matériel génétique qui est de l'ARN. L'ARN viral est immédiatement traduit par la machinerie cellulaire en une longue chaîne protéique. Donc c'est le mécanisme que l'on appelle la traduction qui se fait au niveau des ribosomes qui sont dans le cytoplasme de la cellule hôte. Donc je répète, cette troisième étape, c'est que l'ARN viral est immédiatement traduit par la machinerie cellulaire en une longue chaîne protéique, c'est-à-dire un assemblage d'acides aminés, qui est ensuite découpé par protéolyse pour former des protéines virales nécessaires à la suite des opérations. Quatrième étape, elles vont en particulier permettre la synthèse de nouvelles copies du génome du virus et d'ARN messager, permettant eux-mêmes la synthèse des protéines de structure du virus. Et cinquième étape, une fois tous ces composants synthétisés, ils s'auto-assemblent pour former de nouveaux virions qui s'échapperont de la cellule pour aller infecter les cellules voisines. Quelles sont les pistes alors, d'après ces connaissances, pour mettre au point des traitements antiviraux ? Premièrement, on pourrait bloquer le virus avant qu'il infecte les cellules. Des anticorps pourraient conduire à la destruction du virus avant même qu'il ne pénètre dans une cellule pour s'y multiplier ou bloquer son entrée. Donc là, c'est la première piste pour traiter, pour détruire le virus.
Deuxième piste pour détruire le virus, c'est bloquer le récepteur ACE2 ou le corécepteur TMPRSS2. Et dans ce cas, des inhibiteurs du récepteur et ou du corécepteur du virus pourraient stopper le virus à l'entrée dans nos cellules. Troisième piste pour lutter contre le virus, ce serait bloquer l'expression des protéines virales, donc au niveau du cytoplasme lui-même, au niveau de la traduction. Donc ce serait bloquer l'expression de protéines virales en empêchant la synthèse des protéines nécessaires à sa réplication. On bloquerait le cycle du virus. L'inhibition de différents acteurs de cette étape peut être envisagée. Et quatrième étape pour bloquer le virus, ce serait bloquer la réplication du génome viral. En inhibant la synthèse de nouvelles copies de son génome, ce serait éventuellement une autre option. Et là encore, les cibles thérapeutiques possibles sont multiples. Comment notre organisme réagit-il à cette infection ? L'infection déclenche rapidement la production de molécules impliquées dans l'inflammation, un moyen naturel de lutte contre l'infection. C'est-à-dire que des cytokines, alors IL6, IL8, IL10, IL signifiant interleukine, et d'autres médiateurs comme par exemple TNF-alpha. Donc je répète, comment notre organisme réagit-il à cette infection ? L'infection déclenche rapidement la production de certaines molécules qui sont impliquées dans l'inflammation, qui est un moyen naturel, inné en fait, de lutter contre les infections. Donc, et ces molécules, on les appelle des cytokines. Alors, il y a plusieurs sortes de cytokines, IL6, IL8, IL10, etc. Mais également des molécules de type médiateur que l'on appelle TNF-alpha. Ces molécules vont exercer une action antivirale locale et attirer des cellules immunitaires capables d'éliminer les cellules infectées. Alors, ces cellules qui vont attirer les cellules, ces cellules immunitaires attirées sont des monocytes, des macrophages, des lymphocytes T. Alors, si la réponse initiale est inefficace, la production des cytokines devient anormale et engendre un phénomène hyper-inflammatoire. Cet événement, appelé orage cytokinique, survient souvent autour du 8e jour, suivant le début des symptômes. Il induit une réponse immunitaire incontrôlée dont les conséquences peuvent mettre en jeu le pronostic vital et imposer une admission en réanimation. Que sait-on de la Covid-19, c'est-à-dire de la maladie appelée Covid-19 induite par le SARS-CoV numéro 2 ? Quels sont les symptômes de la maladie ? La façon dont se manifeste la CoV-2 est très hétérogène et une part non négligeable des personnes qui sont affectées ne développent pas de symptômes. Il est difficile d'évaluer exactement cette proportion puisque, par définition, aucun signe clinique ne permet de les identifier. Néanmoins, la littérature internationale suggère qu'ils représentent entre 20 et 50% des patients infectés. Chez les autres, la nature et la sévérité des symptômes est variable. Les manifestations les plus fréquemment citées par les patients, quel que soit leur âge, sont les signes classiques d'infection respiratoire, c'est-à-dire de la fièvre et de la toux. L'infection peut aussi provoquer une accumulation de liquide dans les bronchioles et engendrer une gêne respiratoire que l'on appelle la dyspnée. D'autres symptômes peuvent accompagner ou remplacer ces symptômes de façon moins systématique, par exemple douleur musculaire, on parle de myalgie, maux de tête, on parle de céphalée, maux de gorge, congestion nasale, nausées, vomissements, diarrhée, etc. La survenue brutale d'une perte de goût, que l'on appelle agueusie, ou d'odorat, que l'on appelle anosmie, en l'absence de rhinite, peut aussi être un signe de la maladie Covid-19.
Sur le plan dermatologique, certaines personnes développent un érythème, c'est-à-dire des rougeurs, ou une éruption, et plus rarement des engelures, notamment au niveau des orteils. Des études confirmées par les données de la littérature suggèrent que ces dernières pourraient découler d'une immunité innée très ou trop efficace contre le SARS-CoV-2. Enfin, en particulier chez les personnes âgées, et lorsque aucune autre cause n'est identifiable, certains signes apparus brutalement peuvent être des signes atypiques de la maladie, comme des malaises, des chutes à répétition ou un état confusionnel. Comment la maladie évolue-t-elle ? Dans 80% des cas environ, les symptômes restent légers ou modérés et disparaissent après 5 à 14 jours. Chez certains, la gêne respiratoire liée à l'accumulation de liquide dans les bronchioles peut conduire à un manque d'oxygénation du sang et nécessiter une hospitalisation. La plupart des formes graves se développent dans la deuxième semaine suivant l'apparition des symptômes, lorsqu'un syndrome hyperinflammatoire survient dans la continuité de l'accumulation de liquide dans les voies respiratoires. Celui-ci peut conduire à une insuffisance respiratoire, voire à un syndrome de détresse respiratoire aiguë, que l'on appelle SDRA, imposant alors l'admission en réanimation. D'autres complications potentiellement graves peuvent aussi apparaître, comme une insuffisance rénale, des troubles du rythme cardiaque, des événements thromboemboliques, c'est-à-dire formation de caillots dans la circulation sanguine, et des surinfections bactériennes ou une septicémie. La maladie peut-elle laisser des séquelles ? La connaissance des séquelles de la maladie à long terme s'acquiert au fur et à mesure du suivi des premières cohortes de patients. Pour l'heure, la fatigue et la dyspnée semblent pouvoir persister chez certains patients plusieurs semaines, voire plusieurs mois après le début de la maladie. Les malades qui présentent une arythmie cardiaque au cours de la maladie peuvent conserver des troubles cardiaques après leur guérison. Il n'est pas possible de connaître précisément la durée et la nature de ces séquelles pour l'instant. Les données recueillies dans le passé concernent le SRAS ou le MERS et laissent penser que les troubles cardiovasculaires pourraient persister après quelques années. Par ailleurs, la maladie a un impact sur la santé mentale avec un risque de développer une anxiété ou une dépression. Certaines études évoquent aussi des troubles du stress post-traumatique parmi les patients qui ont été admis en réanimation. Qui sont les personnes à risque de développer une forme grave de la maladie ? L'analyse des données épidémiologiques montre que l'âge, plus de 65 ans, et le sexe, masculin, favorisent le développement d'une forme grave de la maladie. Elle montre aussi que les personnes souffrant de certaines pathologies ont plus de risques de développer une forme grave de Covid-19 que les autres. Il s'agit principalement de, premièrement, pathologies cardiovasculaires, telles hypertension artérielle compliquée, antécédents d'AVC ou de chirurgie cardiaque, etc. Deuxièmement, diabète mal équilibré ou compliqué. Troisièmement, pathologie chronique respiratoire, par exemple de l'asthme sévère ou mal contrôlé, BPCO, etc. Ensuite, insuffisance rénale, sujet en dialyse par exemple. Et enfin, obésité, IMC par exemple, supérieure à 30 kg par mètre carré. En raison d'un risque présumé, les recommandations incluent également cette liste de points: une immunodépression, par exemple liée à un médicament, à un cancer, au VIH, etc., une cirrhose avancée, un syndrome drépanocytaire majeur et une grossesse, normalement au 3e trimestre. Si les personnes concernées par ces dernières situations, pour les personnes concernées par ces dernières situations, le risque est extrapolé
à partir des connaissances sur des maladies virales respiratoires mieux connues, comme la grippe, le SARS-CoV ou le MERS-CoV, mais les données épidémiologiques ne permettent pas de le confirmer avec certitude à ce jour. En France, les plus de 65 ans représentent 3/4 des personnes diagnostiquées qui nécessitent une hospitalisation et la moitié de celles qui nécessitent une réanimation. Les 45-64 ans comptent pour un peu moins de 20% des hospitalisations. Par ailleurs, les hommes sont 2 à 3 fois plus nombreux que les femmes à présenter une forme de la maladie qui nécessite une admission en réanimation, qui décèdent de la Covid-19. Selon les données disponibles début novembre 2020, plus de 9 patients sur 10 décédés de la Covid-19 sont âgés d'au moins 65 ans. Les décès sont exceptionnels chez les moins de 15 ans, donc 0,05% chez les 5-17 ans, mais concernent environ 8% des personnes septuagénaires infectées et 15% de celles de plus de 80 ans. Comment la maladie se présente-t-elle chez les enfants ? Les moins de 18 ans représentent moins de 10% de l'ensemble des cas diagnostiqués. Chez les enfants en bonne santé, l'infection par le SARS-CoV-2 est asymptomatique ou provoque des formes modérées de la maladie. Les troubles digestifs sont plus souvent retrouvés que chez les adultes, parfois même sans autres symptômes associés. Les formes graves sont plus rares et leur pronostic est meilleur que chez les adultes. Comme chez ces derniers, elles surviennent plus fréquemment en cas de maladie préexistante. Les enfants qui ont une maladie respiratoire chronique, par exemple l'asthme sévère, ou bien une cardiopathie congénitale, une maladie neurologique, comme par exemple épilepsie, ou un cancer, ont un risque d'admission en réanimation lié à la Covid-19 3 fois plus élevé que les autres enfants. Cependant, le risque absolu de forme grave reste faible. Il est comparable à celui rapporté en cas d'infection par d'autres virus respiratoires. Par ailleurs, des cas de complications ressemblant à celles de la maladie de Kawasaki ou du syndrome du choc septique ont été observés chez des enfants dans différents pays. Il s'agit de syndromes inflammatoires affectant tout l'organisme. On parle de syndrome inflammatoire multisystémique, dans lesquels l'état général de l'enfant est dégradé, à risque de complications cardiaques ou respiratoires. La fréquence de ces cas est néanmoins faible et le risque de décès associé est inférieur à 2%. Comment la maladie se présente-t-elle chez les femmes enceintes ? Au 3e trimestre de grossesse, les femmes enceintes sont considérées comme des personnes à risque présumées de développer une forme sévère de Covid-19, comme c'est le cas pour d'autres pneumonies infectieuses. Ce risque est lié aux bouleversements physiologiques associés à la grossesse. Pour autant, la grande majorité de ces femmes présentent des symptômes habituels et non sévères de l'infection à SARS-CoV-2, principalement de la fièvre, une toux ou une dyspnée avec une évolution clinique normale. Concernant l'enfant à naître, quelques études laissent penser qu'il existe un surrisque de prématurité, de retard de croissance intra-utérin ou de décès néonatal. Si l'infection par SARS-CoV-2 peut être favorisante, des facteurs propres à la mère ou au déroulement de la grossesse pourraient aussi intervenir. Les études disponibles sur le sujet étant encore parcellaires, il convient d'être prudent et d'assurer un bon suivi de la grossesse. L'impact potentiel du virus plus tôt dans la grossesse a également été peu étudié à ce jour. Jusqu'à présent, la transmission du virus in utero à l'enfant en gestation n'a été rapportée et confirmée que pour 2 femmes enceintes, selon les données de la littérature internationale. La communauté scientifique reste prudente, estimant que si cette voie de transmission est possible, elle est très rare. En pratique, on assiste plus souvent à la transmission du virus dans les toutes premières heures suivant la naissance, par contact direct de la mère infectée avec son nouveau-né. L'évolution de la maladie chez le nouveau-né est sans gravité dans la majorité des cas. Peut-on acquérir une immunité contre la maladie ? Il est établi
que l'infection par le SARS-CoV-2 induit une réponse immunitaire. La plupart des personnes infectées produisent des anticorps, que l'on appelle des immunoglobulines ou IG, directement contre une protéine présente à la surface du virus et que l'on appelle la protéine Spike ou protéine S. La production des immunoglobulines de type M, que l'on appelle IgM, et de type G, c'est-à-dire IgG, débute après la première semaine et atteint un pic entre la deuxième et la troisième semaine suivant l'infection. Ensuite, le taux de ces anticorps semble décroître avec le temps, mais il n'est pas encore possible de préciser combien de temps leur présence persiste. Néanmoins, il est difficile de savoir si le fait d'avoir été infecté par le virus implique que l'on est immunisé. Si ces anticorps sont bien développés, ils ne sont pas forcément neutralisants, c'est-à-dire capables de bloquer le virus pour empêcher le développement de la maladie. Ainsi, la présence d'anticorps témoigne avant tout du fait que l'organisme a été en contact avec le virus sans que l'on soit certain qu'elle offre une protection contre une nouvelle infection. Par ailleurs, même en présence d'anticorps neutralisants, il est difficile de dire combien de temps l'immunité procurée persistera. Si elle ne dure que quelques mois, il est possible d'être réinfecté au-delà de ce délai. De rares cas de réinfection ont été rapportés à travers le monde. Ils pourraient être dus à un défaut de réponse immunitaire. Ces réinfections pourraient aussi s'expliquer par le fait que les personnes qui ont eu une forme atténuée ou asymptomatique du Covid-19 semblent développer moins d'anticorps que celles qui ont présenté des symptômes importants. Les études se poursuivent à ce sujet. Les tests, comment s'y retrouver ? Il existe 3 grands types de tests. Les tests virologiques et les tests antigéniques, qui recherchent la présence du virus dans l'organisme à un instant donné, et les tests sérologiques qui détectent les anticorps produits par l'organisme suite à l'infection par le SARS-CoV-2. Les premiers permettent d'établir si l'on est porteur du virus au moment du test, tandis que les seconds permettent de savoir si l'on a été infecté par le virus, qu'on ait présenté ou non des symptômes. Les tests virologiques. Les tests virologiques détectent le matériel génétique du virus grâce à une méthode qui permet d'amplifier ces fragments du génome viral présents dans un prélèvement. Entre parenthèses, RT-PCR. Donc, test virologique, en gros, par PCR. Il existe 2 types de tests virologiques. Premièrement, les tests virologiques prélevés ou réalisés à partir d'un prélèvement nasopharyngé de cellules de la muqueuse respiratoire. Et deuxièmement, ceux plus récents, réalisés à partir d'un prélèvement salivaire. Les premiers sont plus sensibles que les seconds et, de ce fait, les tests sur prélèvement salivaire sont plutôt réservés aux personnes qui présentent des symptômes afin de réduire le risque de résultats faussement négatifs. Les tests nasopharyngés restent la méthode de référence. En moyenne, le virus est détectable dans les prélèvements nasopharyngés 2 ou 3 jours avant l'apparition des symptômes et 7 à 10 jours après environ. Il est donc peu utile de réaliser un test passé ce délai. Toutefois, certaines personnes conservent des traces de matériel génétique du virus au niveau de l'épithélium respiratoire une fois la maladie terminée. Il est donc possible qu'un test soit positif à 1 ou 2 semaines suivant la fin des symptômes, alors que l'individu n'est plus contagieux. Passons maintenant aux tests antigéniques après avoir vu les tests virologiques. Donc, test antigénique détecte une des protéines du virus, généralement la protéine de nucléocapside grand N, dans un prélèvement nasopharyngé ou nasal, simplement mélangé à un réactif. La mise en œuvre du test est semblable à celle des tests de grossesse, c'est-à-dire que quelques gouttes du mélange sont déposées sur une bandelette qui change de couleur en fonction de la présence ou de l'absence du virus dans le prélèvement. Le résultat est connu en moins d'1 heure.
Le principal avantage de ces tests est d'être plus simple et rapide à conduire que les tests virologiques de référence RT-PCR sur prélèvement nasopharyngé. Ils sont cependant moins sensibles et une confirmation du résultat par RT-PCR peut être nécessaire. Troisième chose, donc les tests sérologiques, après avoir vu les tests virologiques, après avoir vu les tests antigéniques, passons maintenant aux tests sérologiques. Les tests sérologiques détectent des anticorps spécifiques dirigés contre le SARS-CoV-2 à partir d'un échantillon de sang. Ces tests sont réalisés en laboratoire et des tests rapides d'orientation diagnostique, que l'on appelle TROD, sont disponibles en pharmacie de ville. Ils reposent sur le même principe, sont plus faciles à réaliser, mais moins sensibles. Leurs résultats nécessitent une confirmation par un test sérologique en laboratoire. Lorsqu'un test sérologique est positif, la présence d'anticorps indique qu'on a été infecté par le SARS-CoV-2, mais cela ne permet pas de savoir si on est contagieux, ni si les anticorps détectés nous confèrent une immunité contre une nouvelle infection. Comment se prévenir et traiter de la maladie COVID-19 ? Quelles sont les mesures actuelles de prévention et d'infection, de prévention de l'infection ? Eh bien, il faut limiter la propagation de l'infection, ce qui passe par l'application de plusieurs principes. D'abord, respecter les distances physiques d'au moins 1 ou 2 mètres avec un tiers, se laver les mains régulièrement à l'eau ou au savon, ou réaliser une friction avec un produit hydroalcoolique, se couvrir systématiquement le nez et la bouche quand on tousse ou éternue, se moucher dans un mouchoir à usage unique et le jeter immédiatement, éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux, porter un masque, aérer les espaces fermés, s'isoler en cas de symptômes. Chacune de ces mesures a ses limites et c'est donc en les conjuguant qu'on conduit au minimum le risque de propagation du virus. Alors, on peut dire que chacun a une responsabilité. Il y a ce que l'on appelle les responsabilités individuelles et les responsabilités collectives. Quelles sont les responsabilités individuelles ? Eh bien, on parle de distance physique. Il faut rester chez soi si on est malade. Il faut porter un masque, se laver les mains, tousser dans son coude, éviter de se toucher le visage, limiter le temps passé dans des lieux très fréquentés. Ensuite, il faut savoir se tester et tracer rapidement et se faire tracer rapidement. Et là, on parle à ce moment-là de responsabilité collective. Il faut aérer, rester dehors, filtrer l'air intérieur. Il faut respecter les consignes officielles et les mesures de soutien. Il faut respecter les mesures en cas de quarantaine et de confinement. Et il faut éventuellement donc prendre en compte le fait que la vaccination est possible. La preuve de l'utilité de ces mesures découle essentiellement des enseignements tirés de données observationnelles recueillies lors de précédentes épidémies. Cependant, une analyse a compilé des données sur plus de 200 études menées dans 16 pays et 6 continents depuis le début de l'épidémie de la maladie COVID-19 due au SARS-CoV-2. Elle confirme que la transmission du virus diminue lorsque la distance physique entre les personnes est supérieure à 1 mètre et qu'au-delà, le risque d'infection continue à diminuer avec l'augmentation de la distance. Le masque diminue également fortement le risque de contamination avec une efficacité des masques FFP2 supérieure à celle des masques chirurgicaux ou en coton. La même étude montre que dans une moindre mesure, une protection oculaire peut également réduire le risque. Comment les malades sont-ils soignés à ce jour ? Il n'existe pas encore de traitement antiviral efficace contre le SARS-CoV-2. Le traitement de la maladie consiste donc à en soulager les symptômes. Il est conseillé de consulter un médecin qui prescrira un traitement adapté au patient. Le médecin peut aussi s'assurer que le malade ne présente pas de signes de gravité de la maladie ou de risque de complications qui nécessitent un suivi plus étroit, un traitement spécifique, voire une hospitalisation. Fréquemment,
voire une hospitalisation. Donc, c'est-à-dire fréquence respiratoire accrue, hypotension artérielle, confusion, déshydratation, altération brutale de l'état général. Donc le médecin doit en tenir compte pour faire en sorte que l'hospitalisation va se faire ou non. À l'hôpital, on procède à une oxygénothérapie et une prévention des thromboses veineuses qui peuvent être mises en place en complément des traitements symptomatiques. En cas d'aggravation, les soins apportés pallient les défaillances présentées par le patient, qu'elles soient respiratoires, c'est-à-dire intubation, respiratoire, etc., cardiovasculaires, c'est-à-dire anti-arythmiques, anticoagulants, ou encore rénales, par exemple dialyse. Depuis le début de l'épidémie, l'évolution des protocoles de prise en charge des complications a permis d'améliorer le pronostic et de réduire la durée d'hospitalisation et la fréquence des décès associés à la maladie. Quelles sont les pistes de traitement en développement ? Plusieurs pistes sont envisagées pour lutter contre la Covid-19. Le développement d'antiviraux qui visent à inhiber l'entrée ou la réplication du virus dans les cellules. Celui d'immunomodulateurs pour contrôler les dérégulations de la réponse immunitaire responsable des principales complications associées à la maladie. La mise au point d'immunothérapie pour procurer aux patients une immunité contre le virus, à visée thérapeutique ou préventive, et bien entendu la vaccination. Jusqu'à présent, les essais cliniques qui ont été conduits ont principalement utilisé des médicaments déjà prescrits dans d'autres maladies. On parle de repositionnement thérapeutique. L'avantage de cette approche est que la toxicité et la posologie des molécules sont déjà connues, ce qui permet d'accélérer le processus d'évaluation. Parallèlement, de nouveaux médicaments sont aussi développés, mais ce processus est plus lent et n'a pas encore abouti à des données cliniques probantes. Alors, le développement de vaccins préventifs. La recherche clinique est très active dans ce domaine, avec une quarantaine de vaccins en phase d'études cliniques et près de 150 en développement préclinique. Alors, à propos de ces vaccins, je vais vous faire un autre cours, alors simplement une autre lecture par rapport à ces vaccins, donc, afin de préciser c'est quoi exactement le vaccin, quel est le principe, etc. Donc je vous disais que parmi les différents candidats vaccins, certains utilisent des approches classiques, par exemple virus vivant atténué, mais des techniques plus originales sont envisagées comme la vaccination par administration d'un virus modifié génétiquement pour comporter des gènes spécifiques du SARS-CoV-2 ou par administration d'un ARN codant pour une partie du virus. La recherche clinique avance vite et plusieurs candidats vaccins ont prouvé qu'ils permettaient la production d'anticorps spécifiques chez les personnes vaccinées. Ces données d'études de phase 3 seront déterminantes car elles permettront de savoir si les anticorps développés ont des propriétés et un taux suffisant pour neutraliser le virus et éviter le développement de la maladie en cas d'infection. Donc entre le moment où cet article a été mis au point et la mise en place de la vaccination, il s'est installé un certain temps. Et je vous invite à voir donc la deuxième partie de cette lecture dans un autre cours. La mise au point d'anticorps thérapeutiques, l'administration directe aux malades d'anticorps ciblant le SARS-CoV-2, c'est-à-dire immunothérapie passive, a été utilisée dès les premiers mois de l'épidémie à titre compassionnel en administrant aux plus sévèrement atteints les anticorps produits naturellement par des patients guéris de la maladie. À ce jour, les conclusions des différentes études cliniques sont contrastées, mais suggèrent que cette approche pourrait être plus volontiers pertinente chez les patients immunodéprimés. Par ailleurs, plusieurs laboratoires développent des anticorps monoclonaux spécifiques produits à partir de cellules immunitaires modifiées par génie génétique pour réagir contre l'un des antigènes du virus. Cette approche pourrait réduire le risque d'aggravation de la maladie. Des essais cliniques sont en cours. L'INSERM, évidemment, intervient dans la lutte contre le Covid. Et comment est-ce que l'INSERM intervient-il dans la lutte contre le Covid ? L'INSERM s'est fortement impliqué dans la lutte contre le Covid dès le début de la pandémie. De très nombreux chercheurs de toutes les disciplines, virologie, immunologie, épidémiologie, chimie, biochimie, biologie moléculaire, sciences humaines et sociales, etc.,
ont immédiatement réorienté leurs travaux pour participer à l'effort mondial visant à nous donner les moyens de combattre ce virus inconnu il y a encore quelques mois. Leurs travaux s'attachent à mieux comprendre ce virus, notamment afin d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques, ainsi que la maladie qu'il provoque. Le suivi de cohortes de patients permet par exemple de rassembler des données sur l'évolution de la maladie dans différentes populations, en fonction de l'âge, de pathologies préexistantes, etc., et de mettre en évidence les facteurs de risque de forme grave de la Covid-19 par le SARS-CoV-2. De nombreux projets de recherche portent évidemment sur l'identification ou le développement de traitements, qu'il s'agisse d'antiviraux, d'immunomodulateurs ou encore d'immunothérapie, notamment des vaccins. Des équipes INSERM participent en outre à la surveillance de l'épidémie et des effets des mesures mises en œuvre pour le contrecarrer. De nombreuses études sur divers impacts sociaux, médicaux, etc. de la pandémie et du confinement sont également conduites. Donc voilà, je vous ai fait la lecture d'un document qui a été écrit par l'INSERM concernant, alors pour avoir accès à ce document, je vous répète, il a été mis au point, la mise à jour du document s'est faite le 26 janvier. Bon. Pour retrouver cet article, je vais vous le mettre en lien, évidemment, un petit peu plus bas. Là, vous allez plus bas, je le mets en lien. Alors, pas sur la vidéo, mais sur la mise vidéo, mais dans les informations, en fait. Vous allez voir, je vous mets le lien. Mais en gros, le lien, c'est INSERM, information santé, dossier information, coronavirus, SARS-CoV et MERS. Donc, il s'agissait de la lecture d'un document qui apporte de nombreuses informations sur le coronavirus SARS-CoV-2 et la maladie qui l'engendre, c'est-à-dire la Covid-19. La lecture est terminée. Merci et à très bientôt pour un nouvel article ou une nouvelle lecture ou un nouveau cours, parce que n'oubliez pas que je fais des cours également sur ma chaîne YouTube.